تسأل علي كتير وبتحبني، تسأل علي كتير وبتحبني، بعرف هالحكي حافظة هالحكي، كل الحكي حلو ومع انه حلو ليش بيضلوا احساسي اللي لا في شي بده يصير في شي. Un État kurde, une décentralisation. Alors on a des élections bientôt en Turquie là, avec un parti kurde qui risque de, en tant que tel d'entrer au Parlement turc. C'est une affaire très importante à suivre ça, parce que s'ils dépassent le seuil des 10%, ils vont se retrouver comme parti kurde en tant que tel au Parlement turc. C'est quand même quelque chose de nouveau. Et des gens qui ne sont pas kurdes vont voter pour le parti kurde parce qu'ils ne veulent pas de l'AKP. Enfin, il se passe des choses très intéressantes. Donc, voilà, donc imaginons un Moyen-Orient. Oui, je voudrais revenir sur un point en situant un peu la période, parce que là vous avez parlé de nation, la notion de nation n'existait pas dans le monde arabe, sachant qu'il y a eu un mouvement nationaliste qui était important. Et ce mouvement nationaliste qui a pourtant dominé à la fois en Égypte, en Libye, en Moyen-Orient, le pays du Tchad. Donc, comment situez-vous cette période-là qui a été, entre autres, on a isolé l'Égypte à travers les accords israéliens pour essayer de neutraliser complètement ce mouvement nationaliste. Oui, mais ça, vous savez, Parce qu'il n'a pas été... Oui. Alors là, il faut qu'on en parle. Parce que vous parlez de plusieurs périodes. Celle-là, c'est encore une autre période. Moi, je dirais, d'abord, une première remarque. C'est que quand on parle de nationalisme, de quoi parlons-nous? Et on peut avoir un mouvement national composé d'une élite, d'hommes de culture, d'hommes politiques, qui crée un mouvement. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il soit ancré dans la population et que les gens se sentent appartenir à telle ou telle nation. Je pense qu'il ne faut pas confondre l'histoire d'un mouvement national et la question de la construction nationale. Il y a une dialectique importante entre le mouvement national et la construction nationale, mais je ne pense pas qu'on puisse comme ça les séparer. Je prends un exemple très concret. Je prends un exemple concret que je connais moins mal que d'autres. Si je prends la question Palestine, à quel moment peut-on parler d'un nationalisme et d'une nation palestinienne? On peut parler d'un nationalisme palestinien dès les années 1920, sans doute, parce qu'il y a déjà un congrès d'hommes politiques, d'hommes de culture qui parlent de la nation palestinienne. Mais pour autant, dans le quotidien, les gens ne se sentaient pas palestiniens, ils se sentaient arabes, ils se sentaient de Naplouse, ils se sentaient de ce que vous voudrez, mais il n'y avait pas de conscience nationale. Les premiers éléments, les premiers fragments d'une conscience nationale, d'une conscience d'appartenir à quelque chose de plus large, me semble-t-il, je parle avec beaucoup de surtout qu'il y a des historiens dans la salle très compétents, mais c'est peut-être en 1936. En 1936, c'est-à-dire au moment du conflit. Et je crois que les guerres ont une fonction très importante. On s'est pensé en 1936, 36-37, on s'est pensé au-delà de la région dans laquelle on était. On a plein d'exemples de commandants régionaux qui se retrouvent avec d'autres, qui ont essayé de faire front. Ils ont été complètement écrabouillés. Et en 1947, est-ce qu'il y a des instances susceptibles de parler au nom d'une nation palestinienne? Réponse non. Il y a bien je dis là, qui est complètement décrédibilisé, dévalorisé, il y a un gouvernement fantôme, mais il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de conscience nationale palestinienne, elle a été délitée par tout ce qui s'est passé depuis 1936. Et on va la voir se construire, cette construction nationale, qui avait plein de points de repère, mais elle va se construire par la suite, et à partir de 1967, 67, 68, 69, on en a une preuve tangible. Et ça vient de Gaza, principalement, d'ailleurs, entre parenthèses, ça vient de Gaza. Et la forme la plus simple pour voir ça, c'est qu'en 1964, lorsqu'on va créer l'OLP, ce n'est pas les Palestiniens qui créent l'OLP, c'est Nasser, c'est le roi Hussein, et ils mettent Ahmed Choukeri à la tête de l'OLP parce qu'ils le maîtrisent complètement en 64. En 68, en 67, Choukeri est viré, en 68 arrive
le Fatah, et en février 69, Arafat devient le patron de l'OLP. Voilà, et là, il y a une adéquation. Et en même temps, il y a une formidable vague d'adhésion à l'OLP, au Fatah. Situer ça, et on peut prendre chaque pays comme ça. Je crois que il ne faut pas confondre le mouvement national ou les idées nationales et la réalité d'une conscience nationale et d'une construction nationale. C'est ça que je veux dire. Et par exemple, si on saute en Irak en 1920, ces questions-là ne se posent pas. Dans cette région-là, c'est Pierre-Jean Luizard qui explique très bien que la notion de nation et la notion d'État, à plus fortiori l'État-nation, elle est totalement inconnue. On est dans des ancrages tribaux qui sont liés à cette région, qui sont liés à la Perse pour une partie, qui sont liés aux religieux. Enfin, on est dans d'autres logiques. Et en plus, on nous amène un shérif, le fils du shérif Hussein de la Mecque, qui arrive du Hejaz, et qui est sunnite, et qu'on met sur le trône dans les conditions qu'on vient de voir dans la photo avec les Britanniques. Donc c'est un État qui est importé par les Britanniques, donc les chiites, et la révolte de 1920 des chiites, elle fait plusieurs milliers de morts. C'est pas des révoltes comme ça, avec une manifestation dans la rue, c'est des révoltes violentes. Et donc là aussi, voilà, est-ce qu'on peut parler d'un mouvement national? Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Mais un mouvement de protestation contre ce qu'on veut nous imposer. Autrement dit, je crois qu'il faut faire très attention aux termes qu'on utilise, parce qu'on a tendance évidemment facilement à utiliser des termes contemporains pour essayer d'appréhender des situations dans lesquelles ces termes n'avaient pas de sens. Ça veut dire que les partis politiques dans les années 70, 80, 90, comme le PAS, n'avaient aucune signification pour le peuple. Je crois qu'ils avaient une signification certainement, mais la question c'est quand vous dites le peuple. Et il faut voir à quel moment là aussi, à quelle séquence historique précise on se situe. Je crois que dans un premier temps, on est effectivement dans un mouvement national qui veut dépasser tous ces clivages. Et je crois que beaucoup y croient. Les chiites, par exemple, entrent au parti basse en Irak en pensant, d'autres sont au parti communiste. Donc il y a cette idée que c'est possible. C'est ce que Pierre-Jean Luizard appelle l'illusion nationale. Et en même temps, assez vite, ce sont des partis qui se referment à la fois sur un cercle sunnite, et ensuite ils se referment encore davantage sur des cercles clientélistes, sur des claniques, avec l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir. Donc ce sont des mouvements qui donnent le sentiment de pouvoir se déployer et qui en réalité ont envie de se rétrécir dans une dimension d'autoritarisme et très vite de dérive autoritaire. Et les dérives autoritaires, elles ont pour fonction la plupart du temps d'exclure, alors qu'un nationalisme est supposé rassembler. Et là, nous sommes au contraire dans l'exclusion systématique, que ce soit d'ailleurs avec Hafez al-Assad, autour du clan alawite ou Saddam. Les premières mesures de Saddam Hussein, c'est de massacrer son propre entourage. Enfin, on a tous en tête, on a vu les images à la télévision à Alina, lorsqu'il y a un grand congrès dans les années 79, où il appelle, il y a plusieurs centaines de personnes au congrès, il fait appeler les uns et les autres, et ces types se lèvent et ils se font assassiner. Et on est vraiment dans cette démarche autoritaire où la base sociétale de ces partis se rétrécit à un noyau dur de domination finalement. Et a fortiori, tout ce qui n'est pas sunnite, et notamment les massacres de chiites et de kurdes dans les années 80 ou 90 sont là pour le rappeler. J'ai plusieurs questions ou remarques. Juste sur un point, le nationalisme. Moi, je m'en tiens aux grands auteurs anglo-saxons, Hobsbawm, Ranger, Leah Greenfield, le nationalisme. Je l'évoquais en... Invention of tradition, l'invention de la tradition. Ceci dit, à partir de quand il y a une invention de tradition nationale? Parce que d'après ce que tu as dit, j'ai pu comprendre que ça pouvait être l'invention d'une tradition d'amplitude arabe ou, à l'inverse, du réductionnisme tribal. Alors, à partir de quand ça existe? Je sais que, pour avoir étudié un peu l'histoire de France, la nation française, ça n'existe pas avant la Révolution française. Avant, c'est quelque chose qui vraiment n'existe pas. Et je peux vous dire, pour connaître quelque peu l'Italie, que la nation française et la nation italienne, ce sont deux choses assez différentes. Je pourrais vous en parler. Deuxième question, et puis je me tais pour le moment.
j'ai lu récemment, mon ami, tu le connais, Ahmed Henni. Oui, il m'a envoyé récemment un petit article, 10 000 pages, 10 000... C'est un lapsus, parce qu'en général, quand Gilbert fait un petit article, c'est 10 000. Non, 1006. Où il dit, l'article s'appelle « La prétendue fracture entre chiites et sunnites ». Or, Ahmed Henni, c'est un économiste, c'est quelqu'un qui est spécialiste de l'économie de rente. Il a publié un livre, je ne sais plus si c'est à la découverte ou à l'Armatan. Oui, oui, je connais. Oui, tu connais. Et pour lui, il montre dans cet article, j'avoue que c'est pour ça que je te pose la question, que les chiites de ce manifeste n'existent, ils ne sont harponnés que par les sunnites que s'ils ont du pétrole sous leurs pieds. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, ça me paraît un peu relevé d'un économisme étroit, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de ces idées? Je pense que c'est un tout petit peu réducteur, peut-être. Je trouve un peu aussi, mais c'est une dimension un peu Oui, mais examinée. moi je pense que c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est des populations qui étaient à l'époque de l'Empire ottoman déjà marginalisées par le pouvoir sunnite de l'Empire ottoman. C'était aussi des populations qui étaient socialement marginalisées, à tous égards. Et par exemple, au Liban, le premier mouvement qui rassemble les chiites, qu'on a complètement oublié, ça s'appelle le mouvement des déshérités. Hein. Et après, c'est le Hezbollah, enfin Hamas, puis le Hezbollah va prendre tout ça. Et on a affaire effectivement à ces populations déshéritées en Irak. Je disais tout à l'heure qu'une partie des chiites, beaucoup de chiites, enfin plutôt prenons les choses inverses, dans le parti communiste irakien, il y avait beaucoup de chiites. Parce qu'ils pensaient que justement c'était par la question sociale qu'on pouvait avancer. Donc il ne faut jamais oublier, au-delà de la question religieuse, de la question professionnelle, une question sociale et les questions de positionnement par rapport au pouvoir. Et les chiites ont été effectivement en toute cette zone, avec l'Empire ottoman, complètement marginalisés. Donc ça dépasse très largement la question du pétrole. La région du Bassora, le vilayet de Bassora, qui, avec le vilayet de Bagdad, a constitué l'État irakien en 1923, c'est d'abord un vilayet dans lequel les sentiments identitaires ne sont pas liés au pétrole et pour cause on ne sait pas qu'il y en a, mais c'est une bonne raison, mais c'est la proximité des lieux saints, c'est le rapport à la Perse, c'est le rapport à de vrais ancrages religieux, donc je crois que ça joue aussi. Donc moi j'ai toujours beaucoup de mal à faire la distinction entre ce qui relève effectivement de l'attachement religieux, de l'attachement ensuite communautaire et de l'instrumentalisation politique qui est faite. Et je crois que selon les séquences, il faut je pense, procéder par séquence et voir à quel point, dans une séquence, il y a tel facteur qui joue plus qu'un autre. Quoi. Et aujourd'hui, on est dans une espèce d'entremêlement de tous ces facteurs qui est très important parce qu'en plus, il n'y a pas d'autres référents identitaires. Quand on essaie de construire dans les années, de toute façon, même au Liban d'ailleurs, dans les années, on recevait Ali Remo, je ne sais pas si vous connaissez Ali Remo, donc Ali Remo, on recevait un personnage, enfin, personnalité libanaise très très attachante, qui a 70 ans à peu près aujourd'hui, et son âge, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans les années 70, enfin 60, quand il rentre de France, il est médecin, il a cette idée qu'il va être libanais, il va construire au Liban. Et là, quand 40 ans après, ils ont perdu, quoi. Et il se retrouve chiite alors qu'il ne veut pas l'être, quoi. C'est tout à fait intéressant. Il a pensé à un moment donné qu'il allait dépasser ça. Et aujourd'hui, il est, je ne dis pas désespéré parce que c'est pas son style, il continue à se battre. Mais il essaie de tenir une ONG importante qu'il a créée il y a des années, dans le domaine à la fois humanitaire et médical, en faisant justement abstraction des confessions. Quoi. Mais il y a beaucoup plus de mal aujourd'hui qu'en 1970. Voilà, donc c'est ça donc les séquences, si on prenait, à mon avis, si on prenait le monde arabe des années 70, séquence par séquence, ou disons 60 même, il me semble que ces questions-là ne seraient pas posées comme ça du tout. On serait au contraire dans ce que notre ami Pierre-Jean appelle l'illusion nationale, où on pensait pouvoir dépasser ça, les communistes sont beaucoup chiites, nos amis au Liban voient le Liban, etc. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, on est au contraire dans une espèce de crispation. Et donc le rapport au politique est toujours présent. Merci, c'est extrêmement riche, je suis d'accord avec vous. Alors, je suis syrien et je travaille un peu sur cette question-là. Vous m'avez publié un article dans votre revue de Campus Internet où je travaille sur la question alaouite. Alors je suis un peu en désaccord avec vous, je ne sais pas si vous pouvez accorder toujours qu'il y a vraiment un pouvoir alaouite. Tout le problème, il est là. On répète depuis les années 20 cette vision